OK. Monsieur le doyen, Madame la secrétaire générale, chers étudiants et chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette nouvelle édition de la chaire FGTB. J'aimerais tout d'abord rappeler que le cours que vous allez suivre est le fruit d'une collaboration entre notre faculté de philosophie et des sciences sociales et la Fédération générale du travail de Belgique, l'une des 3 organisations syndicales représentatives. Et c'est déjà une longue histoire, puisque nous en sommes à la 12e édition. La chaire FGTB a en effet été inaugurée en 2012 avec l'intervention d'un sociologue chinois, Tang Yung, qui nous avait parlé à cette occasion de l'action collective ouvrière dans la Chine contemporaine. La chaire a été confiée depuis lors, chaque année, sans interruption, à une personnalité reconnue dans le domaine du syndicalisme et de l'analyse critique des grands enjeux économiques et sociaux du travail et de l'emploi. Il est sans doute utile de préciser que cette association inédite s'est révélée extrêmement constructive et respectueuse tout au fil des années et que l'équipe pédagogique a toujours eu la liberté académique du choix des thématiques et des intervenants. Ces dernières années, nous avons fait appel à des économistes et à des sociologues comme Marc Loriol, Arnaud Mias et Thomas Barnet, qui ont traité sous différents angles les problèmes de santé au travail. Les années antérieures, pour donner quelques exemples, nous avons invité Maud Simonet, qui a évoqué les enjeux contemporains du travail gratuit. Nous avons invité Christophe Rameau, qui a abordé l'actualité et les enjeux de l'État social. Et aussi Sophie Bérou, qui s'est intéressée au syndicalisme et à la conflictualité sociale autour du travail. Voilà, juste pour donner quelques exemples. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Bouquin sur une problématique particulièrement pertinente au regard de l'actualité sociale, puisque son cours est consacré au capitalisme néolibéral et à ses effets sur le travail et l'emploi. L'actualité sociale qui révèle les poussées du néolibéralisme, c'est par exemple la réforme des pensions en France, qui donne lieu à pas mal de résistances. Et chez nous, en Belgique, les annonces politiques toutes récentes d'une limitation des droits aux allocations de chômage ou encore la restructuration engagée par le groupe multinational Ahold Delhaize qui va immanquablement conduire à une dégradation des salaires et des conditions de travail des employés. On peut d'emblée, à partir de ces exemples, tenter une première définition sommaire du néolibéralisme sous le contrôle de Stéphane, qui pourra développer tout au long de ces séances. Il s'agit, je vais dire, d'un régime économique et politique qui s'affirme depuis les années 1980 et qui accorde une priorité absolue à la valeur actionnariale à travers des contre-réformes sociales et la mobilisation flexible des travailleurs. Voilà, on mettra cette définition à l'épreuve des séances à venir. C'est pas fini. Je dois tenir quelques minutes quand même. Pour décrypter cette histoire du néolibéralisme, son impact sur l'emploi et les conditions de travail, mais aussi les résistances des travailleurs à ces avancées, Stéphane Bouquin paraît tout à fait indiqué. Il est professeur de sociologie à l'université d'Évry Paris-Saclay. Il est également directeur de publication et l'animateur infatigable de la revue Les Mondes du Travail. Il se présente lui-même sur son site comme historien de formation, sociologue de métier, et si je peux me permettre un clin d'œil, aussi comme intellectuel organique, au sens qu'en donne Antonio Gramsci. Il est l'auteur de nombreuses publications dans le domaine de la sociologie du travail et des relations professionnelles, depuis la publication de sa thèse sous le titre « La valse des écrous, travail, capital et action collective dans l'industrie automobile ». Il évoquera certainement au cours des séances à venir ses recherches actuelles qui portent notamment sur les mouvements sociaux au Royaume-Uni. Stéphane est un habitué des Journées internationales de sociologie du travail
Il en est même l'un des piliers. C'est d'ailleurs là que nous nous sommes rencontrés en 1997, si tu t'en souviens, quand nous les avons organisés à Blankenberg pour la première fois en dehors du territoire français, autour de mes collègues Matteo Lalouve, Pierre Desmarais et Marcel Strobans. Avant de lui céder la parole pour une séance introductive qui devrait prendre une bonne heure, on espère terminer vers 8h, 8h15 aujourd'hui, et on se retrouve, je précise, les séances suivantes à partir de 6h. J'invite à présent Estelle Queulemans, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, que j'ai également le plaisir de connaître depuis longtemps, puisque dans une autre vie, nous avons été associés comme chercheurs dans une action de recherche concertée à l'Institut des sciences du travail. Je t'en prie. Voilà. Bonjour, merci Esteban. Oui, effectivement, je connais un petit peu la maison. D'abord aussi pour y avoir étudié, hein, donc ça donne des perspectives ou pas à certains d'entre vous. Voilà, on peut effectivement terminer à la FGTB ou en tout cas être à la FGTB après avoir étudié comme vous l'avez fait. Donc moi j'ai étudié les sciences du travail ici. Voilà. Vous remercier donc effectivement la faculté pour organiser depuis 12 ans. J'ai essayé de les compter, mais bon voilà. Effectivement cette chaire. Ça nous semble effectivement importante en tant qu'organisation syndicale institutionnelle, la FGTB, d'avoir ce contact avec le monde académique, de continuer effectivement à l'avoir de manière importante et de manière concrète à travers cette chaire, mais pas que, mais aussi avec des étudiants. Voilà. J'ai eu la chance d'être invitée récemment aussi pour une leçon et le professeur qui m'invitait me disait, mais au moins comme ça, pendant leurs études, ils auront vu un ou une syndicaliste. Donc voilà, ce qui n'était effectivement déjà pas mal, ça nous semblait effectivement important. Voilà, donc comme tu l'as dit, de toute façon, ici, ça s'appelle la chaire FGTB, mais l'essentiel, c'est d'avoir un professeur qui est invité, effectivement, et déterminé de manière totalement libre par la faculté, voilà, pour des enjeux, évidemment, qui nous interpellent, nous, en tant que syndicats, et qui, j'espère, effectivement, peuvent apporter certainement des réflexions importantes sur des enjeux, mais qui ne sont pas que des enjeux syndicaux, qui sont des enjeux plus globaux liés au monde du travail. Voilà, comme tu l'as dit, le thème de cette chaire aujourd'hui et des leçons des jours qui suivent, travail et capitalisme néolibéral, suite et fin. On est dans une actualité, le moins qu'on puisse dire, c'est relativement entre guillemets brûlante par rapport à ça. Tu l'as dit, mais je pense qu'on y est vraiment. Juste peut-être insister, voilà, revenir sur de manière un peu, on va dézoomer, mais c'est vrai que les crises qui nous ont aussi, je ne vais pas dire qu'on a traversé, c'est celles qui nous ont traversé, en tout cas depuis une quinzaine d'années, auraient pu mener à une remise en question, hein, de ce système capitaliste et néolibéral. On y a cru d'ailleurs à certains moments, que ce soit évidemment ce qu'on appelle la crise de 2008, qui était au départ une crise financière avec des bulles spéculatives qui ont explosé, des banques qu'il fallait soudain sauver. Et cette crise financière, à un moment donné, a donné l'espoir, hein, qu'on allait remettre en question notamment ce système bancaire, on va dire spéculatif, de système d'ailleurs, crise financière qui a dérivé en crise économique et puis en crise budgétaire, et qui malheureusement a plutôt mené à des politiques d'austérité qu'à véritablement une remise en question de ce système capitaliste. Puis bon, un peu plus récemment, et celle-là, vous l'avez vraiment connue aussi dans votre chair quelque part, c'est la crise du Covid. On a rêvé aussi d'un autre monde après le Covid. Et puis évidemment, une des dernières ici, c'est effectivement la guerre en Ukraine et puis son impact notamment au niveau économique et au niveau énergétique. Là aussi, à un moment donné, se remettait en question. Et puis malheureusement, voilà, on voit très peu de remise en question. Et donc, ce serait intéressant d'avoir cette mise en perspective et ces débats. Sans parler, et ça vous concerne et ça vous touche tous particulièrement aussi, la question de l'enjeu climatique. Parce que qui, mieux que la question de l'enjeu climatique, remet en question le système capitaliste? Parce que qui, plus que le système capitaliste, a exploité et exploite en tout cas tant la planète que l'homme. Voilà.
Et puis, évidemment, les nouveaux défis, là, ceux qu'on entend de plus en plus, la question de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a une leçon qui est aussi… voilà. Donc, plus que jamais, je pense qu'il y a raison et de ces crises multiples qui, en tout cas, malheureusement, jusqu'ici, n'ont pas permis cette remise en question de ces systèmes et de systèmes capitalistes. Bah, peut-être, en tout cas, ces deux grands défis aussi, climat et intelligence artificielle, en tout cas, nécessiteront une remise en perspective de ce système et de rêver à un autre monde que le monde actuel. Et puis, bah voilà, je ne vais évidemment pas me priver de parler un peu aujourd'hui du conflit Deleuze, parce que là aussi, et je pense qu'on est aussi dans les thématiques et dans la question des chaînes de sous-traitance de plus en plus. Donc voilà, ce conflit Deleuze et notamment la position intraitable du groupe Ahold qui fait quand même 2,5 milliards de bénéfices les dernières années. Donc, ce n'est pas un capitalisme là qui est particulièrement en crise et qui a besoin de faire évoluer le modèle pour sa survie. Non, non, c'est un modèle qui va… C'est une décision du groupe Ahold Delhaize qui a uniquement pour vocation d'avoir plus de profit et simplement plus de profit. C'est-à-dire qu'effectivement, on change le modèle. Delhaize va simplement devenir finalement un fournisseur de produits avec des conditions particulières. Et donc, cette sous-traitance des 128 magasins intégrés va avoir vraiment comme condition, ça a été dit, et même si pendant un certain temps, il y a une CCT 32 bis, je ne sais pas si vous l'avez étudié dans d'autres cours, qui est censée garantir en tout cas des conditions de travail ou même simplement le maintien de l'emploi, on sait 6 mois après, malheureusement, les CCT existantes peuvent être remises en question. Et donc, ça signifie effectivement pour les travailleurs concernés et qui se mobilisent depuis bientôt 2 mois, en fait, travailler plus pour gagner moins, d'abord. C'est pire que Sarkozy, finalement. Donc, voilà. Mais ça signifie plus que ça. Parce que le système de franchise, et c'est ça dont il faut vraiment aussi avoir à l'esprit, il a aussi un but, c'est de dégrader non seulement les conditions de travail, mais les statuts aussi de ces travailleurs. Et donc, le modèle de franchise, ça signifie à relativement court terme, d'ici 2, 3, 4 ans, l'emploi qui existe aujourd'hui dans les magasins Delhaize va se substituer en tout cas 30 à 50% par des emplois, vous êtes concerné aussi, par du travail étudiant ou par ce qu'on appelle des flexi-jobs, c'est-à-dire des travails sans vraiment statut de travailleur. Et alors, on est clair, ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas à eux que profite le crime dans ce genre de problématique, parce que les étudiants, ils ne devraient pas en train de travailler, parce qu'on leur impose de plus en plus de travailler pendant leurs horaires de cours. En plus, les étudiants, on parle de réforme des pensions, justement. Donc, quand je faisais visiter le service fédéral des pensions avec mes étudiants, on leur disait ah, mais en fait, vous allez devoir travailler plus tard parce que vous rentrez de plus en plus tard sur le marché de l'emploi. Je disais non, 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 ils rentrent très, très tôt sur le marché de l'emploi, mais ces prestations ne sont pas prises en compte comme du travail. Or, ils travaillent réellement. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc les flexi-jobs, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle les bullshit jobs. C'est des gens qui travaillent déjà à temps plein ou qui sont pensionnés et qui sont obligés de travailler en plus et de faire des petits jobs parce que finalement, ou leur travail ou leur pension ne suffit pas. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire cet effet de substitution, une partie, effectivement. Donc, c'est en ça que ce combat des travailleurs de Delhaize, en tout cas la situation actuelle, elle est emblématique. Elle est aussi emblématique parce que, finalement, les PME, de plus en plus, il y a aussi un estompement de la norme au niveau du droit du travail en Belgique, de par cette PMisation. Je m'explique. Les PME, de plus en plus, en tout cas les travailleurs de PME, ne sont plus des travailleurs comme les autres. Il y a une partie du droit du travail qui ne s'applique plus à eux. Je vais donner des exemples un peu concrets. Donc, vous savez que normalement, il y a une obligation d'effort de formation dans les entreprises. Les employeurs sont censés offrir à leurs travailleurs 5 jours de formation par an. Et bien, dans les PME, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, les travailleurs des PME, tant pis pour eux. Même chose aussi, et j'ai des représentantes ici sur les questions d'égalité salariale entre hommes et femmes. La loi de 2012 sur l'égalité salariale entre hommes et femmes ne s'applique pas pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. Donc voilà, c'est aussi une des raisons qui pousse. Donc c'est moins cher, c'est plus flexible, et c'est la raison pour laquelle cette tendance vraiment à la PMisation et donc à cette franchisation, on voit tout l'impact, tout l'enjeu et vraiment tout le combat aussi des travailleurs de Delhaize par rapport à ça, parce que ça signifie aussi peut-être que demain, puisque ça ne concerne pas que les travailleurs de Delhaize, il y a vraiment une tendance de fond dans beaucoup de secteurs, pas uniquement que le secteur du commerce, et ça signifie que peut-être demain aussi, c'est une remise en question aussi du cadre légal. Pourquoi un droit du travail à partir du moment où il ne protège plus une partie des travailleurs et plus de la même manière? Donc voilà, l'autre aspect emblématique aussi du combat des travailleurs de Delhaize,
c'est la remise en question du droit de grève. Vous avez entendu aujourd'hui qu'en tout cas, les ordonnances qui sont prises par les tribunaux et qui interdisent des piquets de grève. Voilà. Donc, on est dans une situation en Belgique où il y a une interdiction du finalement mettre à plat son outil de travail. Or, c'est le seul levier que les travailleurs ont par rapport à une décision, et notamment celle de Deleuze, qui est sans négociation aucune et qui est dure. Donc voilà, ça signifie que les cours et tribunaux, contrairement d'ailleurs et qui est en contradiction aux conventions internationales qui défendent le droit de grève, interdisent les piquets de grève. Et s'il y a piquet, les huissiers débarquent et il y a effectivement des astreintes. 1 000 euros pour un travailleur qui gagne quasiment ça par mois. Donc, autant vous dire la mise sous pression des travailleurs par rapport à ça, avec des policiers qui les accompagnent. On est contacté quand même beaucoup par la police locale qui refuse ça, mais interdire des piquets de grève, bras armés et des ordonnances qui déclarent quoi? Qui déclarent finalement que le droit de propriété, le droit au travail, c'est écrit comme ça, et le droit de l'entreprise prime sur le droit de grève. On est dans un retour au 19e siècle. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, le cours est emblématique, il est important, il est essentiel, en particulier à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit de l'Est, mais pas que. Donc voilà, bonne leçon, merci énormément. Et voilà. Voilà, mon travail s'arrête ici. Hein. Oui, 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 oui. Après, c'est toi qui dois appuyer Ben le oui, bouton. bien sûr. Bon. Donc, voilà, vous m'entendez bien, je pense. J'ai plutôt l'habitude de faire court sans micro. Donc, je vais peut-être un peu baisser ici. J'ai vu qu'il y avait un bouton. Voilà. Donc, d'abord, je tiens à remercier la faculté de philosophie sciences sociales de l'ULB de me faire l'honneur de m'avoir invité pour cette chaire. Pour moi, c'est un honneur et c'est une première aussi. Je n'ai pas fait mes études ici, mais pas très loin d'ici, à la VUB, la vraie université, donc du côté néerlandophone, en histoire. Puis j'ai poursuivi en faisant une thèse en sciences politiques à Paris 8. Et puis finalement, comme l'a dit mon collègue Esteban, je suis devenu sociologue par métier et puis professeur des universités parce que c'est une carrière aussi. Et donc en France, on n'a pas trop l'habitude ni d'avoir des chaires attribuées aux organisations syndicales, ni patronales, ni de faire des leçons inaugurales, sauf pour le Collège de France, évidemment. Et là, il faut s'appeler Bourdieu et pas Bouquin ou Foucault. Et j'en suis pas là et je n'en ai absolument pas l'ambition non plus. Je pense que, voilà, en tant qu'intellectuel organique, d'abord, il y a une chose que je retiens toujours, c'est l'humilité par rapport à chacun qui sait et qui peut apprendre, et on apprend les uns des autres, et donc on peut être savant et profane, et en même temps avoir des échanges qui apprennent, où on apprend les uns des autres. Ensuite, c'est vrai qu'en tant que scientifique, il y a une méthodologie, il y a une rigueur, il y a une volonté aussi voilà, une quête de vérité, on va dire, hein, qui compte, qui n'est pas religieuse, mais qui est importante. Et donc, la première chose que je voudrais dire par rapport à ce cours, bon, comme c'est pas, j'ai pas l'habitude, je suis un peu intimidé, hein, une leçon inaugurale, qu'est-ce que je vais leur raconter, comment je vais faire ça? Bon, je vais faire un cours sur le cours, donc un métacours, c'est très bien, ça tombe tout à fait dans l'actualité puisqu'on est dans le métaverse et que tout le monde fonctionne un peu en mode méta. Bon, donc voilà, donc le cours, il porte un peu sur le titre du cours. Donc il faut que j'appuie sur un bouton. Voilà, tac, boum. Non, oui, voilà. Vous voyez plusieurs choses. Peut-être que c'est pas très clair, mais ce sera mis en ligne, donc vous n'en ratez rien. Donc voilà, le titre, travail et capitalisme, suite et fin. D'abord, il y a eu un quiproquo. Pour moi, c'était suite ou fin. Mais bon, entre les échanges par mail, parfois on se trompe, etc. Mais c'est vrai. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de désaccord non plus. Parce que l'enjeu, c'est de savoir, voilà, c'est par où la sortie. La porte de sortie, elle est où hein, déjà. Mais la sortie de quoi? Donc, déjà, on remonte d'une ligne. Donc, la fin, on voudrait bien savoir si cette journée qui se répète sans fin va se terminer un jour. On a connu ça pendant le Covid. Hein. C'est une journée c'est toujours la même journée. C'est le film La Marmotte. Hein. C'est ça, je n'ai plus le titre. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, on est toujours dans cet univers capitaliste, on est tellement dedans qu'on ne peut plus le nommer, hein, puisque voilà, il est toujours là, donc quelque part c'est un décor naturel, donc on ne le questionne plus. Mais quelque part, on ne nous a jamais posé la question de savoir si on voulait vivre dans ce système ou un autre. C'est vrai aussi. Hein. Donc voilà, on vit dedans. Bon, on a grandi dedans, on est socialisé dedans, hein, par l'école, la famille,
après le travail, et ainsi de suite, et puis jusqu'à la fin de la vie. On est peut-être dans un environnement qu'on aimerait bien changer. Donc, comme on ne sait pas comment on va changer cet environnement, on voudrait d'abord changer de vie. Hein, c'était d'ailleurs un mot d'ordre d'une élection en 81, changer la vie. Quand Mitterrand a gagné les élections en 81, c'était ça le mot d'ordre, changer la vie. Hein, avec 120 promesses, bon, il n'en a pas tenu beaucoup, mais c'est pas grave. Bon, mais juste pour planter le décor. Donc, la suite et fin, c'est un peu, voilà, on est dans un système. C'est ça dont il faut se rendre conscient. Si on n'est pas conscient de ça, si on ne veut pas le voir, on est un peu dans le déni. Si on est dans le déni, bon, peut-être qu'on le refoule aussi. Hein, on est conscient, mais on le refoule parce que c'est embêtant, et surtout pour les syndicalistes, on ne sait pas trop comment changer les choses, donc voilà, on refoule. Hein, on n'est pas dans le déni, mais dans les deux cas de figure, on est quand même face à un problème. C'est-à-dire que la réalité, elle est là. Elle est souvent bien plus têtue que nous. Donc, elle se rappelle à nous. Donc, quand elle se rappelle à nous, ben, elle revient en pleine figure. Ça ne fait pas toujours du bien. Hein. Donc, le système capitaliste dans lequel nous sommes, depuis plusieurs siècles, hein, ce n'est pas depuis la révolution industrielle. Il y a Alain Bir qui est invité pour la chaire Liman, hein, qui a fait un livre magistral, 2, 3, 800 pages, sur le capitalisme, sur les origines du capitalisme. Donc, est-ce que c'est le 15e, 16e siècle avec le mercantilisme? Moi, je dirais plutôt le 15e, mais bon, certaines villes en Italie et en Flandre, ça a commencé un peu plus tôt. Donc, ça fait des siècles qu'on est dans le capitalisme. Enfin, celui-ci, ça fait peut-être 30 ou 40 ans. C'est important de savoir de quel capitalisme il s'agit. Donc, pour moi, c'est important de remettre quelque part ce mot-là sur la table. C'est un peu hein, l'objet, voilà, c'est un peu le premier objectif du cours. C'est briser un tabou. Hein, c'est être iconoclaste. Moi, les profs dont je me souviens à l'université, à la fac, ben, c'est ceux qui me faisaient penser. Et souvent, c'était aussi des profs qui pensaient contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses tout en disant le contraire après. C'est-à-dire qu'à partir de là, on réfléchit mieux, on se dit oui, ben, effectivement, on peut voir les choses par plusieurs angles. Et je pense que de ce point de vue-là, planter le décor de ce côté-là, c'est travail, capitalisme néolibéral, suite et fin, c'est déjà mettre une période sur la table, on va dire les 30 ou 40 dernières années. Hein. Dans la littérature, on parle parfois des 30 glorieuses, et puis des 40 ou des 30 piteuses. C'est-à-dire, les 30 glorieuses, c'est la période du plein emploi, c'est l'après-guerre, hein, il faut reconstruire l'économie, tout fonctionne, pas toujours pour tout le monde, mais enfin bon, il y a les services publics qui se développent, il y a la sécurité sociale qui est là, et puis le pouvoir d'achat se développe, puis bon, la société de consommation, elle est là aussi. Donc, on est plutôt en train de gagner en sécurité économique et sociale. Et puis voilà, dans les années 70, 70, pour parler comme les Français, boum, il y a le chômage qui apparaît. Donc il y a un changement de période, d'époque qui commence, on va dire, en 73, 74, j'y reviendrai. Et puis bon, voilà, le néolibéralisme, il apparaît un peu plus tard. Mais pour moi, c'est important, cette question de périodisation. C'est une des formations professionnelles en tant qu'historien, on va dire. Mais c'est important parce que si on ne le fait pas, si on ne pose pas la question des périodes dans lesquelles nous sommes et comment elles évoluent et quels sont les déterminants de ces évolutions, si on ne le fait pas, quelque part, ben, on est obligé de, tous les 10 ans ou tous les 5 ans, de se poser les mêmes questions, parfois. Hein, où on a justement la réalité qui s'affronte à nous. Voilà, les nouvelles technologies, les technologies de l'information, de la communication, le numérique, le digital. Ben, il y a 20 ans, on se posait aussi des questions pareilles. Hein, donc, il y a toute une série de questions que finalement, on a évacuées parce qu'on laisse de côté, quelque part, l'analyse du cadre plus général. Donc, pour moi, le capitalisme, c'est une notion importante, c'est une notion analytique, c'est une notion qui n'est pas idéologique. Donc le cours que j'ai prévu, que j'ai organisé, c'est un cours, on va dire, normatif, oui, mais pas idéologique. Donc pourquoi parler d'un cours normatif? Ben, quand vous lisez par exemple Max Weber sur le savant et le politique, hein, c'est des textes très intéressants. Max Weber, c'est quelqu'un de droite, extrêmement réactionnaire. Il était favorable au suffrage universel pour une simple raison, c'est que ça permettait aussi de légaliser la social-démocratie allemande, et qu'en légalisant la social-démocratie allemande au 19e siècle, bah,
donc en instaurant le suffrage universel et un peu plus tard la sécurité sociale, bah, au moins les tensions sociales allaient peut-être s'apaiser. Et donc, on pouvait peut-être éviter la révolution. Max Weber, c'était le Marx de la bourgeoisie, hein. Et donc, dans Le savant et le politique, il y a un texte sur la leçon et sur la neutralité axiologique. Quand je me retrouve dans des jurys de thèse ou voilà, discussion avec des collègues, très souvent, voilà, on critique certains étudiants, doctorants, enfin chercheurs, parce qu'ils sont trop normatifs. On va leur dire, bah, ils sont trop idéologiques. On va dire, bah, ils sont, quelque part, ils sont de gauche. C'est ça le problème. Bon, c'est rare qu'on le dise quand quelqu'un est de droite. Pourtant, voilà, on a autant de raisons de le dire, surtout quand on lit Max Weber. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-dessus, sur la neutralité axiologique? Max Weber, il dit une chose très importante. Il dit que la neutralité n'existe pas. Elle n'existe pas. La seule chose qui existe et le seul enjeu, c'est de neutraliser ses opinions lorsqu'on analyse une situation. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas de neutralité. Quand vous avez une grève, ah non, non, moi je ne fais pas grève, moi je vous soutiens, mais je ferai grève 2 jours avant que vous gagniez. Bon, ou non, moi je suis contre la grève, mais peut-être que je vais changer d'avis. Donc, dans une grève, il n'y a pas de position neutre. Ceux qui ne font pas grève, c'est ceux qui sont pour ou contre, mais qui n'osent pas. Ceux qui sont contre vont peut-être essayer de traverser le piquet des grèves. Ils vont être peut-être mobilisés ou sont prêts à dénoncer, etc. Donc, je pense que dans le champ social, la neutralité n'existe pas. Il y a toujours un continuum de positions. On a toujours aussi une opinion. On l'a toujours. Et donc, il vaut mieux l'expliciter, l'admettre, l'expliciter, la soumettre au débat, et à partir de ce moment-là aussi dire que quelque part, cette opinion, bah, ce serait dommage qu'elle nous voile un peu la face, ou ce serait dommage qu'on s'obscurcisse une lucidité, une clairvoyance. Et que quelque part, en tant que chercheur, bah, je parle aux futurs chercheurs, aux futurs diplômés en sciences sociales. Par exemple, quand on fait une recherche, c'est une question de méthodologie importante. Enfin, vous n'allez pas seulement sélectionner les faits qui vous donnent raison, hein. Vous affrontez tous les faits, toute la réalité, la variété des faits, y compris ceux qui vous donnent tort. Vous avez des hypothèses de recherche, de travail, vous avez un questionnement de recherche, vous voulez résoudre un problème, ben, vous faites face à l'ensemble des données. Et à partir de ce moment-là, c'est ça la méthode, l'approche scientifique. À ce moment-là, ben, il faut penser contre soi-même. Il faut aussi admettre que parfois, les faits sont déplaisants, hein, qui vous donnent tort, ou que quelque part, bah, ils sont contraires à votre opinion. Bah, que oui, dans certains cas de figure, comme par exemple dans certains pays, bah, la grève générale, ça n'existe plus, ou que les gens ne veulent pas se syndiquer, ou que quand ils veulent seulement faire grève quand ils sont sûrs de gagner la partie. Bon, voilà, il y a toute une série de choses, hein, qui sont quelque part déplaisantes, hein, qui font la différence entre le savant et le militant, on va dire, le savant et le politique. Le militant ou le politique, bah, l'enjeu, c'est toujours le, le pouvoir. C'est conquérir du pouvoir, c'est ne pas en perdre, c'est dans un rapport de force. Et donc, quelque part, comme disait Foucault, bah, dans les luttes de pouvoir, bah, le pouvoir précède la vérité. Donc, à ce moment-là, quelque part, comme le pouvoir précède la vérité, bah, on va prendre que les faits qui nous donnent raison. On va toujours, quelque part, chercher confirmation. En tant que chercheur, en tant que scientifique, en tant que, voilà, même scientifique, engagé, militant, tout ce que vous voulez, il y a un moment donné, on a un questionnement et on veut résoudre, lorsqu'on a une problématique, on a un mémoire, etc., ben, il y a cette rupture, il y a cette différence-là qui est importante, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser avec les faits, mais contre soi-même, hein. Et donc ne pas être idéologique. Et donc ce cours, il sera normatif. Moi, mon point de vue, il est du côté des travailleurs. Mon point de vue, mon opinion, elle est du côté du monde syndical, même si ce que je peux dire parfois va déplaire à certains dans ce monde syndical, hein. Mais ça ne change pas mon indépendance d'esprit et le point de vue que j'ai. Donc je l'explicite, hein. C'est vrai que voilà, on m'a jamais invité à faire un cours ou une conférence au MEDEF, hein, donc la FEB en France. Mais si l'idée leur venait, bah, je le ferais, je raconterais, je dirais exactement la même chose. Donc, voilà, le cours, il est normatif, mais pas idéologique. Après, parfois, j'ai des angles morts, je vais peut-être dire des choses qui sont peut-être quand même
fortement marqué ou teinté par mes opinions. Et c'est pour ça que les sciences sociales sont dialogiques et que dans l'échange, on doit justement pouvoir dévoiler les angles morts et mettre en évidence, voilà, ce que tu dis, c'est peut-être ton point de vue, plus que c'est peut-être ton interprétation des faits, mais c'est plus ça que les faits. Alors, ensuite, pourquoi quand même parler du capitalisme? Je faisais circuler la fichette sur les réseaux sociaux. J'avais quelques collègues qui réagissaient. Paris intramuros ou pas, peu importe. Oh, dis donc, mais quel programme? Comment tu y vas, toi? Je dis, ben, oui, 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 ben, c'est peut-être le moment, puisque c'est quand même, c'est l'éléphant dans le. Hein, c'est ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on ne veut pas voir. Et puis, bon, surtout, parce qu'il y a quand même quelque chose qui, moi, me frappe, c'est qu'en sociologie en particulier, mais pas seulement, bon, ça ne pose aucun problème de parler de capital social, capital culturel, capital symbolique, capital économique, forcément. Bon, vous savez, vous avez compris à qui je fais référence. Donc là, ça ne pose aucun problème. Hein. On a des dotations de capitaux ou de cap. Non, attention, là, c'est du pluriel. Donc, de capital au pluriel avec un S, mais on ne peut pas parler de capitalisme. Non. Donc, on ne peut pas parler du système, mais on peut parler du capital social, culturel, etc. C'est quand même, pour moi, c'est incompréhensible. Je trouve que c'est incompréhensible. Parce que ça donne une situation où on va critiquer le néolibéralisme, mais sans l'associer au capitalisme. Alors que pour moi, c'est juste une séquence, encore en cours, mais qui est peut-être en train de se terminer, en tout cas qui se fatigue pas mal. C'est une séquence historique du capitalisme historique, comme on a connu le capitalisme keynésien, comme on a connu le capitalisme disons, mercantiliste ou libéral, libre-échangiste, on va dire, du 19e siècle. Donc, c'est une séquence historique, c'est une notion qui nous permet de nous situer dans le temps. Hein. Et je pense que de ce point de vue-là, comme le disait Estelle, la crise écologique, elle nous aide un petit peu intellectuellement, hein, puisque là, ça fait 10 ou 15 ans que quand même, on est obligé, on est quelque part, enfin, ceux qui ne reconnaissent pas la crise climatique sont devenus assez rares, hein, et ceux qui ne reconnaissent pas les origines humaines de la crise climatique sont devenus encore plus rares. Donc, on parle d'anthropocène. Ouf. Bon, on a compris quelque chose. Bon, l'anthropocène, c'est les archives de l'humanité. Donc, on n'a peut-être pas tout compris non plus, hein, parce qu'avec les archives de l'humanité, on remonte jusqu'à très loin. Hein. On peut remonter jusqu'au néolithique. C'est vrai que le néolithique, la révolution du néolithique, c'est-à-dire l'irrigation en Mésopotamie, etc., ça a quand même aussi perturbé, hein, ça a contribué à désertifier toute une série de régions. Hein. Donc c'est vrai que l'anthropocène existe, mais on peut aussi constater que depuis les énergies fossiles, hein, donc depuis 200, 250 ans, si on remonte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, la machine à vapeur, qui par ailleurs est beaucoup plus ancienne, bon, que quelque part les énergies fossiles elles jouent, et de plus en plus, un rôle dans cette crise climatique. Donc, voilà, on a identifié ce terme de capitalocène. Donc, on a déjà compris quelque chose en plus. Voilà. Et puis après, il y a par exemple un collègue suédois qui s'appelle Andreas Malm, qui lui parle de capital fossile, hein, j'y reviendrai, qui montre bien qu'il y a quand même une relation de cause à effet entre ce capitalisme industrialisé qui se fonde et qui se développe de façon fulgurante avec des énergies fossiles, le charbon d'abord, puis après le pétrole, le gaz, etc. Et qui d'ailleurs aujourd'hui, bon, même si l'électricité est la première ressource énergétique, est confrontée à une crise d'alimentation énergétique. Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que c'est encore des énergies fossiles? Est-ce que c'est le renouvelable? Mais comment le faire, etc. Donc ça fait partie des paramètres de la crise systémique dans laquelle nous nous trouvons. Mais toujours est-il que par la crise écologique, nous sommes quelque part contraints de reconnaître que quelque part nous vivons dans un système économique, social, politique, institutionnel qui quelque part nous emprisonne ou avec des logiques qui quelque part déterminent, on va dire, le lendemain et le surlendemain. Donc voilà, pour planter le décor, je pense qu'il faut parler, il faut oser parler de capitalisme. Voilà. Aujourd'hui, on s'imagine plus facilement la fin du monde, hein, l'apocalypse,
plus facilement la fin de l'humanité ou la fin de l'existence de tout être vivant que la fin de ce système. C'est quand même paradoxal. Alors que si on étudie un petit peu l'histoire et on reprend, on va dire, quelques cours de base et quelques éléments de chronologie, ben voilà, l'humanité, elle a traversé plein de systèmes sociaux, de modes de production, on peut appeler ça autrement si vous voulez. Moi, je ne fais pas d'un certain jargon, on va dire, marxiste ou, voilà, ou sociologique, un fétiche, mais il faut quand même constater que l'humanité a traversé plusieurs types de systèmes sociaux. Et peut-être se poser, voilà, se poser la question de savoir si celui-ci, il est indéfini, infini ou pas. Et surtout, si on a intérêt à s'en sortir ou pas. Voilà. Donc, je pense que de ce point de vue-là, voilà, le néolibéralisme, il a connu ses heures de gloire, mais peut-être qu'aujourd'hui, il nous confronte un peu à ses limites systémiques, hein, et que quelque part, ça nous amène aussi à peut-être interroger le cadre plus global, hein, qui est le capitalisme. Alors, pour avancer à partir de là, moi, je pense que, hein, finalement, je ne suis absolument pas en train de respecter mon diaporama, mais c'est pas grave, c'est comme ça, une leçon inaugurale. Bon, voilà, donc je continue. Donc, voilà, d'abord, on plante le décor, c'est quand même le capitalisme qu'il faut interroger, sur lequel il faut, voilà, réfléchir. Est-ce que ce système, il est indéfiniment perfectible ou pas? Bon, il y a des variants de capitalisme, c'est vrai, mais surtout, il y en avait. Je pense qu'il y en a de moins en moins. On parlait, par exemple, du capitalisme rhénan, hein, le modèle allemand. On pouvait parler aussi du modèle scandinave, hein. On pouvait parler, voilà, quelque part, la Belgique fait partie aussi de ce modèle, on va dire, d'un capitalisme régulé, hein, qui organisait ou respectait les interlocuteurs sociaux, qui étaient prêts à faire des compromis, des concessions. On pouvait, par exemple, lier les croissances ou les gains de productivité avec l'évolution des salaires. Mais quand on étudie, on fait une étude comparée simplement au niveau de quelques pays européens aujourd'hui, on regarde la Suède, la Belgique, l'Allemagne, par exemple, hein, pour ne pas parler du Royaume-Uni, on constate quand même que par-delà les différences nationales, il y a quand même beaucoup d'éléments de convergence en termes de flexibilisation, en termes de précarisation, en termes de déréglementation, en termes de durcissement des rapports sociaux. Donc, les variétés de capitalisme, certes, il en existe, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a aussi une division internationale du travail, il y a aussi un Sud, il y a aussi un Nord, il y a aussi, voilà, un capitalisme d'État qui, comme la Chine, qui s'est développé, mais qui quelque part est aussi prisonnier de cette logique capitaliste, hein, à sa manière. Je lui consacrerai quelques dizaines de minutes lors d'un prochain cours. Donc, voilà, je pense que une fois qu'on a dit ça, pourquoi articuler, pourquoi mettre en rapport le travail et comment le faire surtout, hein, mettre en rapport travail et capital. Donc, dans les formations marxistes de base, hein, que j'ai pu prendre en charge, y compris pour la centrale des métallurgistes à Mellereux, y compris pour le 7K ou d'autres centrales, donc parce que j'ai un passé aussi de formateur syndical. Bon, on dit toujours, voilà, la contradiction, c'est capital-travail. C'est l'ABC des formations marxistes de base ou des formations syndicales pour les militants, hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas faux, hein. Mais comment le penser aujourd'hui? C'est là où ça se complique un petit peu. C'est là où, quelque part, je pense qu'il faut, hein, il faut reprendre la question peut-être de manière plus large. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que l'expérience, les faits nous enseignent, hein, des 5 ou des 10 dernières années. Prenons, pour commencer, les dernières années. Tout le monde s'en souvient, on a peut-être envie d'oublier cette période-là, mais enfin, tout le monde se souvient quand même de la pandémie, hein. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3 ans, hein, les confinements successifs, etc. Que pouvons-nous retenir de cette période-là par rapport au travail, hein? D'abord, il y a un terme qui a émergé, il y a une notion qui a émergé, c'est le travail essentiel. Il a émergé d'abord en Italie, puis dans d'autres pays. Certains pays ont parlé de travail indispensable. Donc, la pandémie, elle arrive, hein, elle arrive d'abord en Italie, en Europe, hein, février 2020. Il y a les premiers confinements qui se font un peu à reculons.
Est-ce qu'il faut arrêter l'économie? Bon, on ne sait pas trop, ça va nous coûter cher. Bon, finalement, il faut le faire parce que hein, c'est incontrôlable. Et puis bon, voilà, les hôpitaux ils vont être saturés et on ne sait pas combien de morts on va. Bon, donc finalement, il y a des gouvernements qui prennent des décisions un peu dans l'urgence, sans trop savoir si c'est ce qu'il faut faire ou pas, mais ils finissent par les prendre, c'est-à-dire ils confinent, ils mettent à l'arrêt, hein, ils enferment tout le monde chez eux, mais ils mettent aussi à l'arrêt l'économie. Et là, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Il faut quand même s'alimenter, il faut quand même. Voilà, la société ne peut pas s'arrêter. Donc, il y a des décisions, il y a des décrets, il y a des lois qui sont adoptées, qui quelque part, mettre tout le monde à la maison, télétravail quand tu es col blanc, cadre, employé, etc., quand tu n'es pas indispensable, quand tu n'es pas essentiel, et tous les autres, bah, il faut quand même y aller. Bon, avec évidemment des mesures qui ne sont pas toujours prises non plus. Mais quelque part, on a pris conscience à ce moment-là, en 2020-2021, que sans travail, que sans le travail vivant, que sans je veux dire, notre activité de travail, bah, la société, elle ne fonctionne pas. Donc, quelque part, on a pris conscience que le travail, c'est d'abord le travail reproductif. C'est-à-dire que c'est d'abord le travail socialement nécessaire. Ce qu'il faut pour que la société puisse s'alimenter, se nourrir, hein, etc., être soignée. Bon, ben c'est une série d'activités qui sont absolument indispensables à la reproduction sociale. Hein. Et ces activités-là, elles sont prises en charge par voilà, des métiers, des secteurs, des personnes, les soignants, les chauffeurs, les éboueurs, etc. Et donc, partout, on se rend compte que quelque part, ces gens-là sont absolument cruciaux, indispensables, que quelque part, et comme disait David Graeber, un ami anarchiste, anthropologue états-unien qui est décédé il y a quelques années, vous le connaissez, enfin certains d'entre vous le connaissent certainement, enfin, juste avant de mourir, il disait, bah, en fait, c'est quand même étonnant avec cette pandémie, moins on est payé, plus on est essentiel. Bah, voilà. Donc, c'est peut-être pas vrai pour tous les médecins ou les chirurgiens, mais enfin, quand même, les médecins internes, etc., là, ils sont pas trop bien payés non plus. Les infirmières, toujours très peu. Voilà. Donc, plus une activité est essentielle, moins elle est quelque part reconnue, soit institutionnellement, soit économiquement, soit politiquement. Parce que, voilà, encore aujourd'hui, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de recrutement, d'augmentation de salaire dans le secteur des soins de santé. Donc, la pandémie nous confronte à une chose, c'est que quelque part, le travail est essentiel à la société. Aujourd'hui, même si on n'aime pas trop son travail, même si on a envie d'être critique par rapport à son employeur, même si on estime que voilà, le travail, c'est aussi de la peine, c'est aussi voilà, des pénibilités, que ce n'est pas toujours très bon pour la santé, qu'on est usé, qu'il y a un burn-out, etc. Mais quelque part, la société, elle, elle repose sur le travail. Hein. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, il faut quelque part dire que dans la relation travail-capital, peut-être que le travail passe premier et premier. Hein. Parce que si on regarde les statistiques, on regarde les données du FMI, la Banque mondiale, que sais-je, on regarde voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021, bam, la pire récession qu'on a jamais connue depuis le début du capitalisme industriel. Hein. Moins 10%, moins 12% dans tous les pays de l'OCDE, parce que simplement l'économie a été mise à l'arrêt. Hein. Donc s'il n'y a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'accumulation du capital non plus. Donc, quand on met l'économie à l'arrêt, c'est un peu comme une grève générale. Hein. De ce point de vue-là, c'était une grève générale qui nous était imposée par la pandémie. Hein. Donc, parce que évidemment, quand on travaille à la maison, le télétravail, il existait pour les cols blancs. Hein. Mais vas-y, fais-le avec tes enfants qui sont là autour de toi. Bon, et parce qu'il n'y a pas l'école est fermée. Donc, le télétravail et en même temps, voilà, le suivi scolaire des enfants, c'est pas facile. On n'a pas le même rendement, on n'a pas la même productivité. Hein. Donc, quelque part, sans les institutions qui prennent en charge, par exemple, la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire la formation des générations futures, bah, finalement, même
voilà, le télétravail, le mieux encadré, bah, il ne fonctionne pas parce que quelque part, on est obligé de tout faire. On ne peut pas tout faire. On a besoin de la société. Donc, il y a une fabrique sociale, il y a quelque chose qui existe en tant que tel, comme à l'inverse de ce que racontait la mère Thatcher, hein, Maggie Thatcher, Margaret Thatcher, qui était quand même une des premières à prendre le pouvoir avec cette bannière néolibérale, hein, qui disait « There's no such thing as society ». Il n'y a pas quelque chose comme la société. Il y a que la société, c'est la somme des individus. C'est ça la vision néolibérale sur la société. Il n'y a pas de société. Enfin, sauf à dire que la société, c'est l'addition, la somme, hein, de tous les individus. Alors que, on va dire, voilà, il ne faut pas forcément être marxiste pour dire que la société, c'est bien plus que la somme des individus. C'est aussi, voilà, des normes sociales, hein, des règles, un habitus, on va dire, des coutumes, mais c'est aussi des institutions, c'est aussi, voilà, des équipements collectifs, des services publics, c'est tout ça, la société. Donc, voilà, la pandémie nous apprend que quelque part, y compris le capital, est dépendant du travail, hein, avant de pouvoir s'accumuler et de se développer. Donc, quelque part, là aussi, ça nous a aussi appris autre chose, et ce n'est pas la première fois, que dans une situation pareille, qui est évidemment une situation assez unique, mais peut-être qu'on va la connaître à nouveau sous d'autres formes, hein, dans les années à venir, mais disons que qu'est-ce qui sauve la société? Ben, c'est d'abord la société, la solidarité, l'entraide, la prise de conscience qu'il faut quand même être là les uns pour les autres, qu'on a besoin de cet échange, de cette solidarité, mais ce sont aussi des institutions. Et là, évidemment, peut-être on a les mauvaises institutions, on n'a pas les bonnes, que les institutions que nous avons ne sont pas forcément celles qu'il faudrait avoir, mais toujours est-il qu'on s'est aperçu aussi pendant la pandémie que l'État, bah, était là, hein, et que l'État a joué un rôle de premier plan, hein, que c'est aussi l'État qui a fait que, voilà, les indépendants, que les petits commerçants, qu'il y a eu des aides, il y a eu des subventions, enfin, on a amorti le choc. Voilà. C'est l'État qui a amorti le choc, mis à part le fait qu'il y a aussi des institutions, on va dire, de la protection ou de la sécurité sociale, dont le mouvement syndical, dont le mouvement ouvrier s'est doté lui-même, hein, qui existe encore, comme, voilà, les caisses, etc. Bon, mais c'est toujours un peu sous l'égide de l'État que le problème est résolu. C'est pas la première fois. On a connu la même chose il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, vous étiez peut-être encore très jeune, mais en 2008, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Qui s'en souvient parmi les étudiants ici? Qu'est-ce qui s'est... La banque ou les banques, on va dire, voilà. Et alors moi, ça me rappelle un cours que j'enseigne, un cours à Ivry qui s'appelle Sociologie de la modernité, qui est un peu un cours d'histoire pour des étudiants qui n'ont pas forcément une mémoire historique, et c'est absolument pas un reproche que je leur fais, vu leur âge et vu le mien, c'est normal. Mais enfin, je commence toujours ce cours en leur posant la question, voilà, des 30 ou 40 dernières années, c'est quoi l'événement le plus important à votre avis? J'ai commencé ce cours il y a déjà longtemps, donc je leur disais, c'est quoi l'événement le plus important des 20 dernières années? Alors, après un long silence, il y avait une étudiante qui levait la main et qui disait, moi je suis né, c'est ma naissance. Ben oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben oui, ben c'est un point de vue individualiste, mais il est légitime, évidemment. Bon, après, moi, il fallait que je explique quand même qu'il y avait un autre événement qui s'était déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, hein, en 89, c'est-à-dire la fin d'un régime autoritaire, économique, différent du capitalisme. On peut dire que peut-être que c'était aussi du capitalisme d'État, peu importe, mais enfin, ce n'était pas non plus le capitalisme néolibéral. Donc, 89, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est la fin des régimes, hein, de l'Est, et donc la fin de la bipolarité, on va dire, entre le monde qui n'est pas si libre que ça, mais enfin le monde capitaliste et le monde qui se présentait comme une alternative. Bon, juste pour dire que ce qui s'est passé en 89, c'est la chute d'un mur, OK, mais ce qui s'est passé en 2008, c'est la chute d'un autre mur, le mur de l'argent. Voilà. Hein. Le krach de 2008, c'est phénoménal. C'est 5 000, 6 000, hein, milliards de dollars qui se sont évaporés, c'est-à-dire qui sont avérés être fictifs, hein, surévalués. Qui est intervenu à ce moment-là pour leur sauver la chemise? C'est l'État, c'est la Banque fédérale,
c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Europe, c'est en Belgique aussi, pour Fortis, etc. Partout, l'État est intervenu pour leur sauver la chemise, pour éviter qu'ils fassent tous faillite, pour éviter aussi un effet domino. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais toujours est-il que c'est l'État qui est intervenu. Hein. Donc le mur de l'argent est tombé en 2008, il a été relevé par l'État. On a cru à ce moment-là que, finalement, on est sorti du néolibéralisme. Peut-être pas, parce que l'État, il peut intervenir de plusieurs manières, et visiblement, quand il le fait, ce n'est pas toujours dans l'intérêt général ou dans l'intérêt, on va dire, de la majorité sociale. C'est peut-être aussi pour éviter que certains perdent complètement leur mise au casino. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant de partir de la réalité pour essayer de comprendre la situation actuelle. Donc, je retiens plusieurs choses avant que je perde complètement le sens de l'heure. Et puis, de toute façon, ici, c'est le chaos, mais j'improvise, c'est pas grave. Donc, la première chose, c'est que le travail est essentiel à la reproduction sociale. Voilà, ça, il faut s'en souvenir. Alors, il y a plusieurs types. Hein, le travail, il y a du travail qui est rémunéré, il y a du travail qui n'est pas rémunéré. Le travail domestique, il n'est pas rémunéré. Mais par qui est-il pris en charge? Essentiellement par les femmes, encore aujourd'hui. Il y a des études budgétantes qui le démontrent. On voit très bien que voilà, le temps libre ou le temps non, enfin, qui est consacré aux activités de loisirs et consacré aux activités, on va dire, de care ou d'éducation, d'aide, de soins, etc., ben, que c'est très inégal entre hommes et femmes. Hein. C'est très inégal aussi selon la situation, la configuration du ménage. Est-ce que les deux travaillent à plein temps ou pas? Mais ça, c'est une étude sociologique fine. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est les ordres de grandeur et c'est les grandes lignes. Donc, voilà, le travail est essentiel. Sans travail, la société ne peut pas se reproduire. Deuxièmement, il y a travail rémunéré et travail non rémunéré, travail domestique. Et celui-ci, bah, il est toujours peut-être premier, parce que s'il n'existe pas, voilà, comment est-ce que la société peut-elle se reproduire, ne serait-ce que d'une génération à l'autre, hein. Donc après, évidemment, le capital, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc moi, je dirais que la pandémie, elle nous démontre que le travail garde sa centralité. Je ferai un cours sur le fait que cette centralité, c'est-à-dire que son importance, elle est problématique. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut la reconnaître, mais il faut aussi reconnaître qu'elle est problématique dans le sens où c'est usant, pénible. C'est pas toute la vie non plus. Il y a aussi voilà, les activités sociales, citoyennes, euh, les loisirs. Enfin, bon, tout ne peut pas être ramené au travail non plus. Donc, mais toujours est-il qu'il est central. Ensuite, à partir de là, quelle place, comment voir le travail? Combien de temps? J'ai encore une demi-heure quand même. Voilà, je vais un peu faire quelques éléments de cours. Donc, à partir de là, si on rembobine le film et on prend un peu de recul historique, on peut observer que voilà, le travail a beaucoup changé, hein, les 30-40 dernières années, qu'il s'est transformé non seulement parce que les activités, les métiers se transforment, qu'il y a des statuts qui n'existaient pas, qui aujourd'hui existent, que les temporalités du travail ne sont pas les mêmes. Auparavant, on avait des temporalités régulières. Hein, voilà, le week-end, on ne travaille pas. Le soir, on ne travaille pas. La nuit, en général, on ne travaille pas non plus. Mais que ces rythmes-là, on va dire ces rythmes sociaux, ces rythmes collectifs, aujourd'hui, ils sont complètement éclatés. Pas pour tout le monde, pas de la même manière pour tout le monde, mais que toujours est-il que, voilà, le travail, c'est peut-être diffusé dans d'autres, il s'est manifesté, il se manifeste dans d'autres sphères, là où on ne l'attend pas. Hein. Donc, par exemple, lorsqu'on est sur son ordinateur ou sur son téléphone, on n'est pas en train de travailler. Hein. Mais en même temps, on est quand même très souvent disponible. On est en train de se rendre disponible, on reçoit un mail, on y répond, est-ce qu'on n'y répond pas? Donc, quelque part, on est quand même connecté. Hein. Mais ensuite, on peut aussi se poser la question en tant que voilà, usager, en tant que personne qui surfe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on passe du temps sur ces réseaux sociaux? Est-ce que ce temps-là, il est productif ou pas? A priori, il n'est pas productif.
le manager, le responsable, le patron, il dira non, c'est pas productif. Hein. Là, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous feriez mieux de terminer le tableau Excel. En même temps, on produit du contenu. Lorsqu'on produit du contenu sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas du travail, mais en tout cas, c'est des contenus qui sont valorisables, qu'on peut utiliser, qui vont être utilisés, recyclés et mobilisés par, disons, les sociétés qui ont pris le contrôle de ces réseaux sociaux. Donc, si on ne travaille pas, on est quand même en train de créer de la valeur ou de créer de l'information qui, elle, permet d'être valorisée. Donc, on peut observer, en prenant un peu de recul historique, les frontières entre travail et non-travail sont devenues beaucoup plus poreuses. Ah. Donc, de ce point de vue-là, on est un peu dans un terrain, dans un champ qu'on ne peut plus très bien maîtriser ou délimiter. Parce que lorsqu'il est délimité, c'est plus facile pour mener une action, pour revendiquer quelque chose. Hein. Le travail est rémunéré, on a un employeur, on a un patron, on va revendiquer quelque chose, on va faire grève, enfin, peu importe. Mais lorsqu'il n'y a plus ce rapport, on va dire, direct travail-capital, ou salarié-salariant, ou employeur-employé, que la relation est par exemple devenue triangulaire, c'est déjà plus compliqué, hein, parce qu'une société, elle est sous-traitante, prestataire, etc. Bon, donc ça, c'est une complexité sur laquelle je vais revenir, mais avant cela, il y a encore une autre complexité qui se manifeste. C'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, pour le dire plus brutalement, le travail est partout, et l'ensemble de la société est partout et se manifeste partout dans le travail. Voilà. Donc, lorsqu'on travaille, par exemple, derrière un guichet dans un hôpital, on va dire, en Seine-Saint-Denis, hein, dans un quartier populaire ou dans une zone un peu délaissée, avec beaucoup de pauvreté, avec beaucoup de personnes sans papier, etc., ce n'est pas le même travail que lorsqu'on travaille dans une clinique privée à Uccle. Hein. Pourtant, techniquement, la fiche de poste, c'est la même. Hein. C'est la même. Voilà, on travaille à l'accueil. Hein, on doit faire le dispatching. Bon, lorsqu'on est ambulancier dans un territoire où voilà, le premier hôpital il est à 40 km, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est ambulancier dans un quartier comme Oderghem ou dans un autre quartier comme, je ne sais pas, Saint-Josse, où voilà, il y a des embouteillages tout le temps et même si l'hôpital n'est pas très loin, on n'y arrive pas dans les délais, dans les temps. Hein. Donc, il y a des configurations sociales, il y a des contextes sociaux qui sont devenus tellement pressants, tellement présents, qu'ils transforment aussi l'activité du travail en soi. Donc, ce qui nous invite quand même à prendre aussi du recul, pas seulement en termes, on va dire, historiques ou chronologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé les 20 ou 30 ou 40 dernières années, mais c'est aussi prendre le temps de contextualiser et de comprendre qu'est-ce qui, par-delà les différences de situation, du travail en tant que tel, fait comme une mesure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est partageable, qu'est-ce qui est quelque part un quotidien partagé hein, par les uns et les autres, par-delà les différences de métier, de situation, etc. Et donc là, je pense que, quelque part, ce qu'il faut faire pour bien comprendre les choses, c'est pas seulement observer le travail, c'est pas seulement une ethnographie, une anthropologie du travail en train de se faire, c'est aussi une analyse plus globale, c'est-à-dire une analyse qui prend en compte, on va dire, le système social, et donc on en revient au système capitaliste. C'est-à-dire que le travail, c'est un rapport social. Hein. Il ne sert à rien de mettre sur un même plan le travail de l'artisan et le travail de l'artiste. C'est vrai. Mais aujourd'hui, l'artiste, hein, il a peut-être une situation qui lui permet d'avoir des revenus grâce au statut d'artiste ou grâce à quelques mécènes ou grâce à un héritage qui va arriver tôt ou tard. Mais toujours est-il que l'artiste est quand même aussi face à quoi? Au marché. Hein. L'artisan comme l'artiste, ils sont face au marché. Ce qui leur fait avoir un point commun ou, disons, une destinée commune avec les travailleurs qui, eux, sont les travailleurs du secteur marchand, voire du secteur non marchand qui s'est marchandisé aussi. Donc, quand on regarde les situations
et qu'on les compare réellement, on s'aperçoit que quelque part, par-delà les différences, il y a quand même, disons, des semblables différents ou des différents très semblables. Et que quelque part, aujourd'hui, 70 ou 80% de la population a quelque part, objectivement parlant, hein, des intérêts qui pourraient être convergents. C'est-à-dire avoir une vie, hein, digne, de qualité, saine, etc. Ce qui, aujourd'hui, est de moins en moins le cas. Voilà. Donc, quelque part, ça aussi, ça nous ramène, hein, au capital. Donc, le travail a beaucoup changé. Je vais consacrer toute une partie de mon prochain cours, enfin, du cours de jeudi à cela. Mais il faut aussi reconnaître que le capital a beaucoup changé. Voilà, il n'y a pas que le travail qui a changé les 20-30 dernières années. Le capital a beaucoup changé aussi, hein. Disons, le capital a d'abord le don de l'ubiquité. Il peut être ici et ailleurs en même temps. Nous, on ne peut pas. En tout cas, physiquement, on a du mal. On peut l'être avec les technologies, hein, de la communication et de l'information, mais en tout cas, physiquement, on a du mal. Hein, même avec un hologramme, hein, on n'est pas toujours crédible en situation de négociation. Mais le capital a cette caractéristique, c'est qu'il est fluide, il est transmutable, il peut changer de forme, ça peut devenir un actif, un titre, un titre d'obligation, une action, et ainsi de suite. Et il peut devenir partie intégrante d'un ensemble plus vaste, comme il peut se morceler et peut se transfigurer et se transmuter aussi en autre chose. Donc le capital, ce n'est pas une chose, c'est un rapport social. C'est d'abord une forme monétaire, c'est une valeur, mais elle peut toujours être majorée, comme elle peut aussi être dépréciée, hein. Mais évidemment qu'elle est aussi prise dans une course frénétique à cette majoration, à cette augmentation, à cette accumulation. Mais il faut constater que voilà, les 20-30 dernières années, le capital a énormément changé. Il s'est internationalisé, hein, il s'est financiarisé, ce qui n'était pas le cas, ou pas. C'était un peu le cas en Belgique, on était un peu les précurseurs quand même avec les holdings, la Société Générale. Mais voilà, le capital, c'est diversifié, il existe en bourse, il peut être coté en bourse comme il peut se retirer, hein. L'histoire de toute la grande industrie, par exemple la sidérurgie, bah, elle est marquée par l'achat de coquerilles Sambre, hein, par Arcelor, puis Arcelor qui a été racheté par Mittal, Mittal qui est un sidérurgiste commerçant d'Inde, qui a par simplement en collectant des fonds sur la bourse par une OPA, a su prendre le contrôle de tout un groupe qui est devenu et qui est encore aujourd'hui le deuxième ou le troisième sidérurgiste mondial. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, beaucoup de choses ont changé aussi au niveau du capital les 30-40 dernières années et qu'on ne peut pas l'étudier de la même manière, mais peut-être qu'il faut l'étudier, voilà, en connaissance de cause aussi de ce qu'il était auparavant pour pouvoir le comprendre par rapport à ce qu'il est devenu. Donc, ça, c'est pour parler de la mondialisation, c'est pour parler de la financiarisation, c'est pour vous dire que quelque part, le cadre d'analyse, bah, il faut partir peut-être du général ou de l'universel avant d'aller au particulier, hein. C'est une question de méthode, hein. L'unité d'analyse, ce n'est plus le capital familial, c'est le capital actionnarial, c'est le capital financier, mais ce n'est pas à l'échelle de la Belgique, c'est à l'échelle de l'Europe, c'est à l'échelle du monde. Voilà. Et puis quand on se plonge là-dedans, c'est vertigineux, on ne s'en rend pas compte. Mais par exemple, quelle est la banque qui a fait faillite il n'y a pas longtemps? La banque suisse. Crédit Suisse, voilà, sauvé par l'État suisse, hein, en gros, pour résumer, pour caricaturer. Bon. Quel est le volume global de ces actifs? 60 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est 60 000 milliards de dollars? C'est l'équivalent du PIB du monde. Juste pour vous. Voilà. Mais les actifs, c'est les titres, hein, qui sont surévalués, hein, qui sont comptés 2 ou 3 fois, qui sont réassurés, etc. Mais pour vous dire, voilà, c'est la même chose pour la Deutsche Bank, c'est la même chose pour BNP Paribas. Voilà, le volume global des actifs, c'est-à-dire les crédits, les emprunts, etc., les réassurances, c'est vertigineux. Voilà, le volume qui est échangé chaque jour ou chaque année, hein, entre les places boursières, c'est vertigineux. C'est, on va dire, si le PIB mondial, c'est 60 000 milliards de dollars,
Bon, le PIB de la Belgique, c'est 400. Hein, c'est pas plus. C'est pour vous dire, déjà, il y a les ordres de grandeur. Donc, c'est ça le PIB mondial, 60 000 milliards de dollars. Ben, ce qui est échangé sur la bourse chaque année, c'est 600 000. C'est 10 fois le PIB mondial. Ce qui est en plus, ce qu'il faut comptabiliser aussi, c'est les réassurances, c'est les titres titrisés et les produits dérivés, etc. Donc, c'est absolument effarant et incompréhensible, sauf à intégrer là-dedans que quelque part, il y a une surévaluation, qu'il y a une anticipation sur des richesses qui ne sont pas encore créées, et là, on prend la question par un autre bout. Voilà, on prend la question par le bout de la dette, par exemple. Le capital, parfois, c'est aussi des titres de dette. Hein. Lorsqu'on additionne les dettes des ménages avec les dettes des entreprises et les dettes de l'État, on prend un pays, on va dire, comme celui de la Belgique, on est à combien? On est à 320, 330, 350% du PIB. Lorsqu'on regarde ça à l'échelle mondiale, on est à 300, 350 aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a 10 ans de production de richesses qui sont déjà consommées. Donc, quand on a une croissance qui est aussi faible que celle que nous connaissons aujourd'hui, à l'échelle des pays de l'OCDE, mais aussi à l'échelle du monde, malgré tout, donc on est quand même dans une situation qui, quelque part, économiquement, va tôt ou tard poser problème. Et si elle ne pose pas problème, elle se traduit par une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire il faut encore extraire davantage de richesses des terres, produire davantage de richesses, davantage de croissance pour rembourser ses dettes. Donc on a un système qui, quelque part, économiquement, il fonctionne toujours très bien, mais il fonctionne à vide et il fonctionne de façon de plus en plus destructrice du point de vue, on va dire, humain et du point de vue écologique. Donc le capital a changé. On va dire, il s'est surdimensionné, il s'est développé à l'échelle mondiale. Je passerai quelques éléments d'information sur, on va dire, les inégalités à l'échelle mondiale. Est-ce qu'elles se sont plutôt rétrécies ou plutôt étendues? Je pense qu'à l'échelle mondiale, les inégalités se sont maintenues si on met de côté les données de la Chine. Elles se sont plutôt approfondies. Aujourd'hui, les inégalités, on va dire, sur 8 milliards d'habitants, on peut dire qu'il y a 3-4 milliards qui vivent dans des situations qui sont invivables. Donc, qui produisent forcément soit des crises politiques, soit des exils forcés, des migrations, etc. Donc, le travail a changé, le capital a changé aussi. Et si on veut comprendre l'évolution des 30 dernières années, peut-être qu'il faut mettre en rapport les deux. Et qu'il faut le faire à l'échelle non pas d'un pays, même pas de l'Europe, mais quelque part aussi à l'échelle du monde. Donc, je vais terminer peut-être avec le calendrier, avec la présentation des séances prochaines, parce que je sens que la tension baisse un petit peu, et puis moi, je suis devenu de plus en plus brouillon, de plus en plus confus. Voilà. Donc, je vais utiliser enfin cet ordinateur, et vous aurez donc le calendrier. Hop là, voilà, ça va vite, hein. Donc, demain, de quoi vais-je parler demain? Demain, je vais parler des splendeurs et misères du régime néolibéral d'accumulation flexible. Voilà, c'est des mots bien savants, mais en gros, demain, on va vraiment mettre la focale sur, on est passé de la grande entreprise à l'entreprise en réseau. La grande entreprise qui devient une entreprise en réseau, une firme en réseau, avec la sous-traitance en cascade, etc. Bon, comment s'est-elle réorganisée en interne et par rapport au secteur, par rapport au marché? Est-ce que le capitalisme de plateforme, est-ce que c'est l'horizon du capitalisme, par exemple? Certains le disent, voilà, tout le monde va devenir ubérisé, tout le monde sera ubérisé, on sera tous quelque part soumis à ces plateformes-là avec des applications et on va nous appeler du louage de main-d'œuvre comme on en a connu au XIXe siècle. Donc le capitalisme, dans ses transformations les plus récentes, comment le comprendre et comment aussi intégrer ses effets sur le plan écologique et sur le plan humain. Il y a une notion que moi je trouve assez importante et qui est souvent négligée, on va dire, du côté de la sociologie francophone, c'est la notion de chaîne de valeur
des chaînes de valeur globales. Le fait que l'entreprise réseau, c'est pas seulement voilà ici ou peut-être voilà le prestataire à l'aéroport de Biersee ou en Allemagne ou dans le nord de la France. Non, c'est l'entreprise réseau, c'est des chaînes mondiales. C'est des chaînes mondiales. Hein. Et donc, on s'en est rendu compte aussi dans la période post-pandémique avec le fait qu'il y avait un chaos monumental dans toute la logistique, dans tous les réseaux. C'est-à-dire le transport maritime, le transport routier, le fret, à tous les niveaux, finalement, les réseaux dysfonctionnaient. Hein. Donc, essayons de comprendre ça de plus près. C'est l'objet du cours de demain. Mais en même temps, il faut le mettre en rapport avec le travail. Donc, ce n'est pas étudier le capital d'un côté puis le travail de l'autre, c'est partir des transformations du capital pour investiguer et regarder de plus près comment le travail s'est transformé et comment aujourd'hui il est devenu problématique. Le jeudi, on prendra, on va davantage investiguer, je vais faire un cours sur le travail vivant sous pression, sur l'intensification du travail, sur la surcharge du travail, sur le fait que cette surcharge, ce n'est pas toujours le contremaître, ce n'est pas toujours le client, c'est parfois nous-mêmes qui nous mettons la pression, hein, parce qu'il faut absolument atteindre les objectifs, parce qu'on a envie d'être reconnu, parce qu'il y a voilà, l'amour du travail bien fait aussi, parce qu'on a envie de se projeter dans un avenir, donc on a envie d'être de progresser, hein, d'avoir une carrière. Donc, quelque part, c'est quoi l'éthos du travail aujourd'hui? Comment est-ce qu'il piège aussi les travailleurs, hein? Comment est-ce que, quelque part, on est devenu aussi prisonnier de cet ethos-là sur le plan subjectif et qu'on se dit, oui, mais bon, les syndicats, c'est aussi c'est les tirs au flanc, quoi. C'est les premiers à ne pas vouloir travailler. Il faut y aller. Hein. C'est une organisation de cas sociaux. Donc, il y a aussi un regard très critique parfois par rapport aux organisations syndicales qui est motivé ou qui est nourri par un ethos, une vision, un rapport au travail qui est, on va dire, à la fois élitiste, utilitariste, ambitieux, individualiste et tout ça. Donc, je pense que c'est des questions importantes qu'on ne peut pas négliger. Lundi prochain, le cours portera sur l'intelligence artificielle, les robots, ChatGPT. Est-ce que ChatGPT va travailler pour moi? Est-ce que cette application va pouvoir me permettre de faire à la fois des études et de travailler, hein? Est-ce qu'on va gagner du temps? Bah oui. Est-ce que, voilà, de quelle manière est-ce qu'on va être quelque part colonisé, transformé par ces nouvelles technologies? Comment les prendre, ces technologies-là? Comment les interpréter? Est-ce que c'est les algorithmes neutres ou est-ce que c'est des algorithmes qui ont été conçus à certaines fins et pour justement tirer de la valeur, hein, de notre temps et de nos activités. Moi, je pense que c'est je dirais plutôt la deuxième réponse que je privilégierais. Donc, ces nouvelles technologies ne sont pas neutres, elles servent certains intérêts et évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir un contrôle ou de reprendre un contrôle sur ces nouvelles ou pas si nouvelles technologies. Les algorithmes existaient déjà dans les années 50. Hein. Une machine à commande numérique qu'on utilisait dans la sidérurgie ou dans l'automobile ou la fabrication des armes à la FN, c'est une machine à commande numérique, c'est avec des algorithmes. Donc, c'est le même principe. C'est des formules mathématiques qui déterminent comment la machine fonctionne et quand elle commence et quand elle s'arrête. Hein, quelles sont les tolérances critiques, quelles sont les marges admissibles ou pas en termes de contenu ou de forme, etc. Donc, pour juste ne pas être trop impressionné, trop vite impressionné par les robots, l'intelligence artificielle qui n'est pas si intelligente que ça au demeurant. Donc ça, c'est le cours de lundi prochain. Donc, les robots, en attendant les robots, c'est le titre d'un ouvrage d'un collègue qui s'appelle Antonio Casilli, En attendant les robots. Évidemment, c'est un clin d'œil par rapport à En attendant Godot. Donc, les robots ne vont pas nous remplacer. Hein. L'intelligence artificielle ne fonctionnera pas. L'automatisation ne va jamais totalement chasser, éliminer le travail humain. Ne serait-ce que parce qu'il faut les programmer, il faut les maintenir, il faut les remplacer, ne serait-ce aussi parce que souvent, ces machines ne font pas tout et ne pourront pas tout faire de toute manière. Donc,
Voilà, ça c'est le cours de lundi prochain. Le mardi, on revient sur la question de l'État social, l'État néolibéral. Quelque part, ça nous ramène aussi à l'actualité, notamment en France, mais pas seulement. Disons que voilà, il y a les réformes. On a connu beaucoup de réformes de retraite dans beaucoup de pays, hein, donc de réorganisation, on va dire, des modes de financement de la sécurité sociale. On a connu aussi toute une série de politiques d'austérité dans les années 2008, 2010, 2020. Hein. On a connu une série de réformes du marché du travail aussi. On va en connaître d'autres. Hein. Déjà, c'était annoncé hier dans le cadre du 1er mai. Hein. Voilà, il faut limiter dans le temps les allocations de chômage, hein, comme le disait le camarade flamand du Voret, enfin, l'équivalent du SPA, enfin du PS. Donc voilà, c'est des réformes qu'on connaît déjà depuis une vingtaine d'années, mais ce sont des réformes qu'il faut quand même, dont il faut être conscient et qu'il faut comprendre quelles sont les finalités de ces réformes. Voilà. Pourquoi réorganiser le marché du travail? Pourquoi le flexibiliser davantage? Pourquoi faire en sorte que quelque part l'assurance chômage, elle est moins présente et qu'on est quelque part amené à accepter n'importe quel travail, n'importe quelle condition ou presque. Bon, donc ça c'est le sujet du cours du mardi 9 mai et puis le mercredi 10 mai, c'est le dernier cours qui portera davantage sur les conflits sociaux, le retour des grèves, parce l'absence de protestation, l'absence de mobilisation et donc aussi une série de réformes qui sont adoptées par des gouvernements de néolibéraux, des gouvernements de droite et qui ne sont pas contestés. Ça arrive aussi. Hein. Donc on n'est pas dans une situation où d'un seul coup la société se réveille, se dit bon maintenant ça suffit, il faut arrêter de donner de l'argent aux banques qui font faillite, il faut en donner aux gens. C'est pas forcément le cas non plus. Hein. Donc voilà, c'est le dernier cours qui porte là-dessus, mais qui portera aussi sur les liens possibles, comment penser les liens entre, disons, les luttes écologiques et les luttes sociales. C'est un peu la photo que j'avais mis en exergue au début. Voilà. Une autre fin de l'histoire, non, certainement pas. Mais un futur sur base d'une histoire qu'on aimerait bien laisser derrière nous, à savoir le capitalisme, hein, prédateur et inhumain. Voilà. Donc c'est ça le dernier cours qui portera là-dessus. On aura peut-être le temps d'avoir des échanges. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation qui n'avait rien de chaotique, je te rassure. Bon. Il y a bien cadré les exposés que tu vas faire, c'est vrai, dans les semaines à venir. Voilà. Non, je parle ton micro, vous écoutez. Et donc, on se retrouve demain, ici, à partir de 6 heures. Et à partir de demain, on a 5 séances qui vont prendre le format habituel d'un cours, c'est-à-dire on a 2 heures, mais dans ces 2 heures, on aura chaque fois du temps pour les échanges. On prendra bien une bonne demi-heure à chaque séance pour avoir des échanges. Difficile à faire ça aujourd'hui à 8 heures avec une assemblée aussi dense. Donc, à partir de demain, il y aura du temps pour les échanges. Voilà. Donc, demain, ici.